Magazine vous est proposé par le groupe NCA Assurance et Banque. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous étions un groupe de paysans. Un jour, nous nous sommes rendus vers la colline de Zega. La colline de Zega, c'était là que s'était regroupé un grand nombre de Tutsis. Et nous les avons tués. Depuis quelques jours, on tue de façon la plus barbare et la plus inhumaine à Kigali. Et maintenant aussi, dans tout le Rwanda. Les cibles sont essentiellement des Tutsis. L'attentat qui a coûté la vie au président Juvenal Habyarimana et à son homologue burundais Cyprien Taryamira a déclenché un vaste massacre dans le pays des 1000 collines. Le Rwanda, décapité, est maintenant le théâtre du massacre des populations Tutsis que l'on pourchasse et assassine à grande échelle, devant une communauté internationale totalement dépassée, presque inerte. Suite aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Juvenal Habyarimana. En Europe, on s'imagine des combats au canon, on s'imagine des combats au fusil. Ici, il faut oublier ça. C'est un combat en silence, c'est un combat à la machette, mais les dégâts sont incroyables. C'est-à-dire, on coupe, on découpe, on mutile les gens et les cadavres jonchent les sols. Vous pouvez en voir qui ont encore des soubresauts de vie dans la rue parce qu'ils ne sont pas complètement achevés, mais c'est une boucherie, c'est simplement un abattoir. Ce terme d'abattoir du délégué du FIDH n'est pas trop fort. C'est par centaines de milliers que l'on tue les populations Tutsis. Dès l'annonce de l'attentat, les massacres ont commencé. La radio des 1000 collines s'est visiblement faite l'écho d'un plan qui existait. Et les tueries se sont généralisées. Les Nations Unies apparaissent totalement dépassées, impuissantes. Et leur préoccupation après l'assassinat des 10 casques bleus belges est à cet instant l'évacuation au plus vite des Belges, civils et militaires, qui se trouvent encore au Rwanda. Même les 350 000 réfugiés burundais, pour lesquels quelques jours plus tôt elle lançait un appel pathétique à l'aide, vont être abandonnés à eux-mêmes. Évidemment, ils vont aller grossir les rangs des génocidaires, des tueurs de Boutaré. André Guichawa, universitaire et témoin expert du TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Quand les massacres ont démarré dans la commune, dans la préfecture de Boutaré, ce sont les réfugiés burundais qui ont joué un rôle déterminant dans la mise en route du processus de massacre. Le deuxième élément qui est à mon avis aussi déterminant, c'est que c'est à partir de cette date que la radio 1000 collines a trouvé, si l'on peut dire, pour la première fois, les voies et moyens de convaincre comme un média moderne. C'est-à-dire que les radios d'État n'avaient jamais fait ça, ça n'existait pas, des témoignages sur le vif, et la RTLM, la fameuse radio-télévision des 1000 collines, elle a commencé à faire du direct. Et c'était du direct dans les camps de réfugiés du Nord, à la limite de Kigali, pour les gens qui avaient été chassés par le FPR, et au Burundi, ils ont retransmis les exactions de l'armée au jour le jour, et ça a joué énormément, ça se faisait en direct, les populations n'avaient jamais été habituées à ce genre de pratiques médiatiques, et ça a produit des effets absolument redoutable. Dans ce climat de massacre, la famille de Juvenal Habyarimana, qui n'est pas vraiment au centre des préoccupations des uns et des autres, toujours terrée chez elle, va enfin pouvoir quitter le Rwanda. Jean-Luc Habyarimana, l'un des fils du président. Ma mère se trouvait avec le petit frère de mon père, le docteur Séraphin Balalengana. Et justement, les officiers français étaient en train de dire que le président Mitterrand avait donné l'ordre à ce que la famille puisse être évacuée par le premier avion français qui quittait le Rwanda. Et donc, on a dit que la famille avait 10 places dans l'avion. Et donc, c'est mon oncle qui a fait la liste des personnes qui devaient partir. Et c'est à ce moment-là que je suis parti. Agathe Habyarimana, l'épouse du défunt président. Quand nous avons quitté là-bas, ce qui se passait, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire qu'il y a les membres de la famille qui ont fui avec le corps.
jusqu'à Gisenyi, puis jusqu'à Goma. Et c'est le président Mobutu qui a appris que le corps de son frère est là-bas. Il a envoyé un avion pour évacuer le corps. Peter Verlinden, journaliste et responsable du service étranger de la télévision belge flamande, la VRT. Le corps dans cette culture africaine, rwandaise aussi bien que congolaise, c'est quelque chose de très important. Il faut enterrer le corps avec tous les respects nécessaires. Ça, ce n'était pas possible, évidemment, au même moment là-bas à Kigali, parce qu'il y avait la guerre qui rageait, et les seuls pouvoirs dans lesquels la famille Habyarimana avait encore une certaine confiance, c'était Mobutu. Mobutu a été toujours très très proche d'Habyarimana. Alors, je me rappelle très bien qu'au moment de l'attaque à l'avion, on parlait immédiatement d'un enterrement officiel à Kigali même. Il y avait même un voyage prévu, si je me rappelle bien, le 7 ou le 8 avril. C'était déjà prévu qu'il y aurait un voyage officiel belge avec des ministres belges pour assister à l'enterrement du corps d'Habyarimana. Mais ça ne s'est jamais passé, évidemment, parce qu'entre-temps, il y a eu ce grand éclat de violence. C'était plus possible d'arriver à Kigali. Juvenal Habyarimana est donc enterré à Gbadolité, au Zaïre, chez le président Mobutu. Une initiative qui va susciter bien des réactions, tant dans les rangs de ceux qui fuient devant la contre-offensive du FPR, qui y voient comme un signe de soutien aux Hutus, que dans ceux du FPR qui l'interprètent comme un appui aux génocidaires. L'avion abattu dans lequel étaient les chefs d'État et leurs collaborateurs, on l'avait un peu oublié. Aucune enquête diligentée dans les circonstances chaotiques qui ont suivi l'attentat. Il faut dire que dans ce climat de tuerie, de massacre à grande échelle, ce n'est pas vraiment l'urgence. Pourtant, un personnage, un gendarme, un ancien officier commandant du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, fondateur de la cellule antiterroriste de l'Élysée, qui travaillait aux côtés des présidents Mobutu et de Habyarimana, va surprendre la presse internationale en relançant le débat sur les circonstances et l'auteur de cette action, le capitaine Paul Baril. Non seulement j'ai la boîte noire, mais j'ai de nombreux autres éléments matériels qui vont avec. J'ai 3 bobines de la tour de contrôle, j'ai tous les registres, tous les telex, tous les cahiers de l'aéroport que je suis allé chercher moi-même sur place. Et vous allez me demander pourquoi ça. Ben, je vous dirais, moi, de tout temps, j'ai été un spécialiste de la lutte antiterroriste. Et là, il s'agit d'un attentat contre 2 chefs d'État qui a coûté également la mort à 3 Français. Et cet attentat qui a été planifié par un groupe terroriste, supporté par un État pseudo-terroriste, est également responsable du génocide des 500 000 Rwandais qui sont morts ces derniers temps. Là, vous faites allusion au FPR, Paul Baril. Absolument. Et là, je vais vous dire une information qui est capitale pour moi et pour ceux qui nous écoutent. Il faut savoir que dans un attentat comme celui-là, 2 chefs d'État morts, 3 Français, il n'y a aucune procédure, il n'y a aucune enquête au niveau national ou au niveau international qui a été fait par quiconque. Et c'est une faille de la justice parce qu'il n'y a pas de justice mondiale. La France n'est pas saisie. Et dans les jours qui viennent, nous allons déposer plusieurs plaintes à caractère international en essayant de faire bouger un peu. Ceux qui ont planifié cet attentat, ceux qui l'ont conçu et exécuté sont les responsables du massacre de 500 000 innocents derrière. C'est eux qu'on doit juger. Cette sortie de l'officier français va amplifier un aspect qui était, c'est vrai, quasiment relégué au second plan. La question de l'auteur de cet attentat. Jusque-là, c'est toute la presse et avec elle la communauté internationale qui pointait du doigt les extrémistes Hutus, du moins quand on évoquait l'attentat. Mais avec cette piste, on commence timidement à s'intéresser à une autre trace, celle du FPR qui aurait pu abattre l'avion et qui serait donc aussi à l'origine de ce génocide en cours. Mais, rapidement, la personnalité un peu sulfureuse, un peu casse-cou, un peu barbouze du capitaine va être utilisée pour discréditer sur le moment cette option. Maître Lev Forster, l'avocat du FPR. Je ne suis pas l'avocat du FPR, je suis l'avocat des personnes incriminées. Mais j'assume le fait, dans la mesure où ces personnes sont des dirigeants ou étaient des dirigeants du FPR, que c'est globalisé. Donc,
peu importe. Hein, mais qui a fait cet attentat? L'enquête sera amenée à se poursuivre, éventuellement pour connaître les auteurs de l'attentat. Moi, ce qui m'importe dans un premier temps, c'est qu'éventuellement un non-lieu intervienne à la suite d'une disjonction pour les personnes que je défends et qui sont exclues parce qu'ils n'avaient pas accès au camp de Kanoumbé. Alors, les coupables se trouvaient dans le camp de Kanoumbé. Les coupables se trouvaient dans un lieu où se trouvaient des Hutus extrémistes qui étaient proches de ceux qui ont assuré le coup d'État après. C'est une certitude. L'odeur est pestilentielle. Les corps en décomposition de familles entières bornent encore la route entre la frontière tanzanienne et Kigali. Les uns, surpris dans leur maison, d'autres, froidement exécutés, les mains liées dans le dos. Sans doute pour prouver l'ampleur du massacre, les rebelles du Front populaire rwandais, le FPR, qui a repris la région à l'armée gouvernementale, ne se sont toujours pas décidés à enterrer ces morts. Ils baladent les journalistes, une sorte de safari de l'horreur. Le 22 mai 1994, les rebelles du FPR, après une fulgurante avancée, prennent le contrôle de l'aéroport international de Kigali. Rapidement, ils vont se rendre maîtres de la ville de Gitarama. La contre-offensive s'organise. C'est par milliers que les populations fuient devant ces forces qui pourchassent les génocidaires. Les phares, les forces armées rwandaises, la garde présidentielle et les autorités qui ont installé un gouvernement provisoire se sont enfuis, se sont réfugiés aux Zaïre voisins. Le 22 juin 1994, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise la France à mener une opération militaire pour protéger les populations civiles. C'est l'opération turquoise. Le FPR, qui gagne du terrain et qui se méfie de la France, s'oppose à cette intervention qu'elle ne trouve pas nécessaire. Elle lui paraît suspecte. Il lui reproche d'avoir un parti pris et de n'intervenir qu'au moment où le pire a été commis. Les soldats français au Rwanda, c'était en 1990 pour évacuer les étrangers pendant l'offensive du Front patriotique rwandais. Ces hommes sont pourtant restés à la demande du président Habyarimana. 2 ans plus tard, ils seront même 700 et ne partiront qu'en 1993 après les accords de paix. Mais entre-temps, l'offensive du FPR a pu être contenue par l'armée gouvernementale formée par des instructeurs français. Il existe des accords de coopération militaire avec le Rwanda depuis 1963 et depuis 1970, jusqu'en avril dernier, une mission d'assistance à l'armée rwandaise était présente à Kigali. La France a toujours maintenu de bonnes relations avec le président Habyarimana, dont les forces armées ont été accusées à plusieurs reprises d'avoir organisé des massacres parmi les populations Tutsis, surtout dans les années 90. L'Élysée a justifié dimanche le soutien au régime du président Habyarimana en écrivant qu'il fallait empêcher une solution militaire de dominer au Rwanda et contenir l'offensive du FPR. Mais les faits sont là, la France est considérée comme partisane dans ce conflit. En avril dernier, elle a dû promettre à l'opposition rwandaise qu'elle pénétrait dans le pays uniquement pour sortir les étrangers, pris au piège de la guerre civile, et qu'elle se retirait ensuite. Ne restait alors au Rwanda que quelques 5000 hommes de la force des Nations Unies, la MINUAR, dont la plupart ont aujourd'hui quitté le pays. Un soldat de l'ONU déchirait même de rage son béret. Les massacres allaient continuer. Général Jean-Claude Lafourcade, commandant de l'opération turquoise. C'est M. Juppé qui avait le premier qualifié de génocide au mois de mai les massacres au Rwanda, et puis le président Mitterrand a estimé que c'était du devoir de la France d'intervenir au Rwanda. C'est l'opération turquoise qui s'est développée sous le mandat de l'ONU, avec la mission d'arrêter les massacres, de protéger les populations, sur une durée limitée de 2 mois, qui voulait bien dire que la France n'avait pas du tout l'intention de rester au Rwanda. Elle voulait simplement arrêter les massacres et permettre la mise en place de l'aide humanitaire. Mais pourquoi avoir attendu 2 mois pour intervenir? Pourquoi si tard, après tant de centaines de milliers de morts? Alors là, je vous renvoie la balle. Et je renvoie la balle vers les grandes puissances. La France y est allée quand même, finalement. Oui, mais 2 mois plus tard. Au début, pourquoi l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Canada, Israël et les autres, pourquoi ils sont pas venus? Pourquoi? Alors on rejette la faute sur la France, vous êtes arrivés trop tard. Moi, je vous renvoie la balle. Dites-leur aux autres grandes puissances, pourquoi vous n'êtes pas intervenus? Les responsables du FPR estiment que l'opération turquoise
n'est pas venue pour sauver les populations Tutsis, mais plutôt qu'elle s'est contentée de protéger les Hutus qui fuyaient devant l'avancée du FPR. Alors, j'ai déjà démenti plusieurs fois les déclarations de M. Prugnot, qui sont fausses, c'est clair. Puis je détiens tous les témoignages des hommes qui étaient avec lui à l'époque. Je ne sais pas pour quelle raison il a inventé cette fable où il allait tout désobéir, sauver tout seul les Tutsis, ce n'est pas ça du tout. Bon. Le problème que nous avons eu, c'est que dans les premiers jours de l'intervention, on avait très peu de troupes. Il y avait à peu près une centaine de soldats français au Rwanda. Il y a eu des informations, effectivement, arrivant en disant, attention, il y a des massacres qui se déroulent là-bas. En même temps, on entendait des bruits d'explosions, de mortiers, de grenades, tout ça. Ça y est, c'est le FPR, parce qu'on avait également des informations, le FPR qui arrive par là. Moi, commandant en chef, il était impensable que j'envoie de manière inconsciente, inconsidérée, des gens dans les collines dont on ne savait pas qu'il y avait dedans, et peut-être le FPR, pour faire tuer une dizaine de soldats français. Ce n'est pas acceptable, ça. Dans les mois qui suivent, le FPR parvient progressivement à stopper les tueries dans les villes qu'il a conquises. Il engage une violente contre-offensive. La peur a changé de camp. Ce ne sont plus les Tutsis qui fuient devant les génocidaires du phare. Ce sont les Hutus qui ont désormais à craindre de cette armée bien organisée qui vole de victoire en victoire. Et leur vengeance est froide. Ils ne font pas de quartier. Jean-Marie Michombero, ancien membre du FPR, il était à cette période au camp du CND à Kigali. Quelques cas où il faut de sérieuses précisions. Moi, j'aurais des difficultés pour dire que le FPR a fait cette campagne. La campagne a été faite par l'APR, qui était une branche armée du FPR. C'est une responsabilité où il faut être prudent et ne pas prendre ces politiciens qui se sont beaucoup plus opposés à cette politique agressive. Certains ne sont même plus dans le système. Ils ne doivent pas porter cette responsabilité. Elle doit être portée par les leaders stratégiques. Il faut bien faire le distinguo. Le FPR avait une partie politique et avait une partie militaire qui s'appelait l'APR. Et c'est cet APR à qui il faut poser cette question. L'APR aussi était dirigé par le président Kagame. C'est vrai que l'Est du Congo devenait un danger pour le Rwanda. Toute une force armée s'organisait, et c'est évident. Mais en tant que militaire, je me dis que une telle campagne serait opportune si elle s'attaquait exclusivement à ce danger militaire. Mais ce qu'on a vu est différent de ça. On a vu la première attaque contre les camps de Kibero. C'était un camp qui était habité majoritairement par les civils, sous protection du HCR. L'armée sous le commandement de M. Kagame est entrée dans le camp. Il y a eu des exactions, des assassinats. La conséquence, c'est que pour le cas de Kibero, il y a eu un certain colonel à l'époque, maintenant il est général, Ibingira, qui a été poursuivi pour ça, mais il n'a jamais été condamné pour ces actes d'atrocité qui a eu lieu. Gérald Gaïma, ancien procureur général du Rwanda, pressenti à cette époque pour être ministre de la Justice du gouvernement de transition à base élargie, du côté bien sûr du FPR. Depuis que le FPR a gagné, la question de la responsabilité de son armée, on ne peut pas en parler publiquement au Rwanda. Si vous essayez de débattre de cette question, vous irez en prison comme Madame Ingabire, ou vous serez tué. Donc la question de cette violence commise envers la communauté Hutu est l'un des gros problèmes auxquels on doit faire face aujourd'hui. Donc ma connaissance et mon point de vue personnel est qu'il n'y a pas de doute sur ce qui s'est passé, qu'il y a eu des atrocités commises contre les Hutus au Rwanda et aussi au Congo. Et cette violence était considérable. Juillet 1994. Après plusieurs mois de violence, de crimes, d'assassinats, le FPR a pris le contrôle du Rwanda. On compte plus d'1 million de morts, majoritairement Tutsis, avec près de 4 millions de déplacés dans des camps de réfugiés de fortune au Zaïre du maréchal Mobutu, qui a finalement ouvert sa frontière avec le Rwanda sous la pression internationale. Le FPR déclare la fin de la guerre. Le monde entier découvre un peu plus l'horreur qui a eu lieu dans le pays. Des centaines de milliers de morts assassinés à huis clos dans des circonstances les plus inhumaines. Insoutenables images. Qui a organisé ces génocides? Qui l'a si cyniquement et froidement programmé pour qu'il fasse autant de victimes? Qu'est-ce qui l'a déclenché de façon aussi spontanée? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série consacrée à Juvénal Habyarimana, toujours en compagnie de quelques acteurs et spécialistes. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal du RFI pour la suite d'Archives d'Afrique. Restez à l'écoute et à très vite.
Les archives d'Afrique à la FOCA. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je me fous complètement de la mort d'Abiyarimana, je m'en contrefiche. Je vais pas perdre mon temps à chercher comment on l'a tué ou qui l'a tué. Je me fous pas mal de tout ça. À la limite, on peut se demander ce qui est arrivé à l'avion, mais sûrement pas avoir pitié d'Abiyarimana. Après plusieurs mois de massacres, de violences indescriptibles, menés à la fois par les forces armées rwandaises et par les réfugiés hutus burundais sur les populations tutsis, après cette véritable purge, ce génocide massif de plusieurs centaines de milliers de personnes, le FPR, le Front patriotique rwandais, a finalement mis en déroute les tueurs. Il est désormais le maître du Rwanda. Jogging spartiate pour les maîtres de Kigali. Dans la capitale, le nouvel ordre s'impose peu à peu. Dès l'aube, les vainqueurs du Front patriotique rwandais régentent Kigali. Éléments d'une armée bien organisée, les soldats de base du FPR, constamment encadrés par leur commandant, sont soumis à une stricte discipline illustrée par l'interdiction de fumer ou de boire de l'alcool. Le gouvernement officiel est civil, mais les militaires sont omniprésents. Pour la première fois, le général Paul Kagame, le véritable patron du pays, a troqué son treillis contre un costume civil. Il justifie une attitude intransigeante, notamment vis-à-vis des Français. Les Français, qui ont en principe le contrôle sur la zone de sécurité, ont fait peu de choses pour stopper les ex-milices et les soldats. On peut dire que les Français sont leurs complices. La zone de sécurité fait partie intégrante du territoire rwandais. Le Rwanda a un gouvernement légal. Le processus nous amènera obligatoirement à exercer notre pouvoir sur cette zone. Pourchassés par le FPR, les génocidaires ont trouvé refuge aux Zaïre voisins. En même temps, des dizaines de milliers de Hutus qui fuyaient devant leur avancée sont parqués dans des camps de fortune où sévit une terrible épidémie de choléra le long de la frontière du côté zaïrois. Le 8 novembre 1994, la résolution 955 du Conseil de sécurité de l'ONU crée le tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, pour juger les principaux responsables du génocide. Monsieur Jean Kabanda, il vous est reproché d'être responsable de meurtre et d'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres de la population Tutsi dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe ethnique ou racial comme tel et d'avoir de ce fait commis le crime de génocide. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je plaide coupable. Le premier ministre du gouvernement intérimaire Jean Kabanda a donc plaidé coupable et a été condamné pour génocide par le TPIR. Les 3/4 du gouvernement intérimaire ont été arrêtés. Plusieurs ministres de ce gouvernement ont été reconnus coupables de participation au génocide. Certains sont en cours de jugement et 2 autres vont finalement être relaxés. En 2011, quelques ex-responsables militaires sont reconnus à leur tour coupables de génocide. Seulement, si toute la planète s'émeut devant cette folie qui a frappé encore une fois, mais de façon plus meurtrière et méthodique le Rwanda, l'enquête sur les circonstances du déclenchement de ces génocides va peu à peu susciter de vives polémiques. Ils sont quelques-uns, minoritaires, très minoritaires, qui ne partagent pas la conception générale qui veut que Juvénal Abiyarimana ait préparé ces génocides, qu'il soit le seul auteur de ce massacre. Pour cela, pour comprendre ce déferlement de violence après le 6 avril 1994, il faut aussi trouver l'auteur du déclencheur de cette barbarie, celui qui a mis le feu aux poudres, celui qui a tiré sur l'avion du président le 6 avril 1994. Seulement, les nouvelles autorités, celles issues du camp du vainqueur et en même temps des victimes du génocide, ne sont pas pressées d'ouvrir l'enquête sur cet attentat. Paul Kagame, le nouvel homme fort du pays, s'agace même lorsqu'on en parle. Je me fous complètement de la mort d'Abiyarimana, je m'en contrefiche. Je vais pas perdre mon temps à chercher comment on l'a tué ou qui l'a tué. Je me fous pas mal de tout ça. Pourquoi tout ce foin autour de l'avion, autour d'Abiyarimana? Abiyarimana était un tueur, c'était un génocidaire, un dictateur. À la limite, on peut se demander ce qui est arrivé à l'avion, mais sûrement pas avoir pitié d'Abiyarimana. S'il s'énerve, si cette question sur l'auteur de l'attentat agace le président Paul Kagame, c'est parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à le présenter comme l'auteur de cet assassinat. Il y a peu, Luc de Temmerman, avocat de la famille Abiyarimana, déclarait avoir la preuve que les commanditaires de l'attentat étaient aujourd'hui au pouvoir à Kigali, donc membres du Front patriotique rwandais.
Aujourd'hui, il cite nommément les numéros 1 et 2 du FPR, Alexis Kanarengue et Paul Kagame. Nous avons donc un document dans lequel on annonce avec précision la destruction de l'avion présidentiel. J'ai un témoignage, ou plusieurs témoignages, mais de quelqu'un qui est vraiment hors soupçon, où effectivement Paul Kagame a précisé, et sans la moindre hésitation, que la seule solution pour prendre le pouvoir était de tuer le président Habyarimana. Une version de l'avocat de la famille du président Habyarimana qui évidemment va diviser, susciter de vives réactions. Avec les années, certains anciens proches du chef de l'État vont commencer à accréditer cette thèse qui va dans le sens de l'enquête menée par le juge français antiterroriste Jean-Louis Bruguière, comme Théogène Rudasingwa, ancien secrétaire général du FPR, qui se lâche. En 1994, Paul Kagame m'a personnellement confié qu'il a été le responsable des ordres donnés, de la mise en place du plan et de l'exécution de ce plan. À cette époque, j'étais le secrétaire général des forces patriotiques du Rwanda, le parti de Paul Kagame, et je faisais aussi partie de l'armée rebelle. Donc je travaillais dans l'entourage direct de Paul Kagame. Pendant longtemps, j'ai été l'un de ceux qui ont dit des mensonges et ont affirmé que c'est quelqu'un d'autre qui est le responsable de ce crash. Mais à présent que Paul Kagame entraîne le pays dans des situations très dangereuses, je me dis qu'en révélant la vérité, cela peut servir à la réconciliation du pays. Ça peut être un exemple pour la prévention d'éventuelles violences dans le pays. Les accusations sont de plus en plus précises et viennent d'anciens proches. Les langues se délient. Mais quel crédit accorder à ces transfuges du FPR dont les aveux tardifs mettent en cause leur chef, Maître Lev Forster, l'avocat des Rwandais dans le procès que leur intentait le juge Bruguière. Mais monsieur, le pouvoir a été décapité dès le lendemain. Les deux personnes qui étaient en mesure de pouvoir assurer l'intérim, c'est-à-dire le président du Conseil constitutionnel et la première ministre, ont été assassinés. Si vous voulez, quand on assassine ceux qui sont en mesure de prendre l'intérim, qui vient au pouvoir après? Celui qui fait le coup, mais sauf que jusque-là, il ne l'a pas pris, le pouvoir. Si vous voulez, il n'y a pas eu absence de pouvoir dans les jours qui ont suivi. Au contraire, il y a eu déclenchement du génocide. À la thèse de la préparation du génocide par Juvenal Habyarimana, certains qui reconnaissent tout de même qu'il n'était pas spontané, loin s'en faut, répondent qu'il faut néanmoins s'interroger sur le déclencheur, l'allumette qui a mis le feu aux poudres. Pour cela, même si le président Juvenal Habyarimana n'était pas le protecteur des populations Tutsi, il n'a pas non plus organisé ce génocide. De plus, les détails sur le matériel utilisé pour abattre l'avion suscitent des interrogations. Ce sont des missiles sol-air qui sont guidés à l'infrarouge, c'est-à-dire lorsqu'on tire, le missile est guidé vers son objectif par la chaleur des moteurs à réaction ou autre d'un avion. L'universitaire belge Philippe Rengens. On l'appelle parfois fire and forget, donc tirer et oublier, donc parce que le missile cherche lui-même son objectif. J'ai quand même posé des questions à des militaires, on me dit que c'est pas si simple que ça demande un entraînement assez sérieux et que cet entraînement en plus est assez coûteux parce que ces missiles ne sont pas bon marché et qu'on s'exerce d'abord sur un simulateur avant de pouvoir tirer l'un ou l'autre véritable missile. Donc en d'autres termes, ce n'est pas l'arme la plus difficile à manier, mais ce n'est pas non plus le premier venu qui pourrait avec succès réussir un coup pareil. Le capitaine Paul Barry, l'ancien gendarme du GIGN et collaborateur du président Juvenal Habyarimana, demande une enquête pour trouver les auteurs de l'attentat. J'ai écrit au secrétaire général de l'ONU. J'ai dit, voilà, j'ai fait une enquête, j'arrive à des conclusions, j'ai des éléments de preuve, et vous savez ce qu'on m'a répondu? Non. Mais ce n'est pas notre ressort à nous. Voyez l'aviation civile au Canada, et l'aviation civile au Canada nous a dit on est chargé d'aucune enquête. Avec l'enquête menée par le juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière, la thèse de l'attentat perpétré par le FPR est de plus en plus privilégiée, ce qui ne contribue pas à apaiser les relations déjà tendues entre Paris et Kigali. Le président Paul Kagame nie toute participation à cet assassinat. Je ne sais pas de quoi le juge Bruguière parle, je ne sais rien à propos de ces missiles. Mais si je me souviens bien, cette histoire de missiles a été écartée par le Parlement français.
Il y avait beaucoup de doutes sur les théories qui étaient présentées au Parlement à propos de cette affaire. Je ne sais vraiment rien de ce dont parle Bruguière. Je ne peux pas comprendre que Bruguière puisse parler de telles choses alors qu'il n'a jamais enquêté. Or, Bruguière n'a rien. Bruguière n'est jamais venu au Rwanda. Il ne connaît rien du Rwanda. Il n'a jamais interrogé aucune des personnes qu'il accuse. Il n'a absolument rien, à part quelques criminels qui ont quitté le Rwanda pour échapper à des poursuites judiciaires. Il n'a parlé qu'à ceux-là, et nous savons que ces personnes sont en contact avec les services secrets français et les membres du gouvernement français qui les finançaient. Ce sont les seuls à qui Bruguière ait parlé. Et ce sont les preuves qu'il avance. C'est absolument n'importe quoi. Le président Paul Kagame menace. Il est clair que les relations vont de toute façon se dégrader entre la France et le Rwanda. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, le Rwanda d'aujourd'hui n'est pas le Rwanda d'hier. Aujourd'hui au Rwanda, le gouvernement et la population ont conquis leur liberté et ils n'accepteront pas d'être menés par le bout du nez par des fanfarons. Les Français doivent savoir que les Rwandais sont des gens que l'on ne peut pas manipuler. Paul Kagame, président du Rwanda. James Kabarebe, chef d'état-major de l'armée. Rose Kabuye, chef de protocole du président. Tous sont accusés depuis novembre 2006 par le juge antiterroriste Bruguière d'avoir commandité et préparé l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Le 6 avril 1994, le Falcon présidentiel est abattu par des missiles. 12 personnes, dont 3 membres d'équipage français, sont tuées. Albert Rudatsimburwa est journaliste et directeur de la radio rwandaise la plus populaire. Sur place, il veut nous démontrer que la version Bruguière de l'attentat n'est pas crédible. Selon le juge, c'est de ce bâtiment, le Parlement rwandais, que serait parti le commando dans une camionnette, à bord 4 hommes et 2 lance-missiles. Tu as la garde présidentielle qui est au bout de cette avenue-là, tu as la gendarmerie qui est un peu plus loin, là, vers ce qu'on appelle Katierou. Ici, de toute façon, il y a un roadblock qui filtre tout ce qui pourrait rentrer et sortir. Une fois qu'on est dedans, c'est une souricière. Comment faire pour sortir? Cette enquête du juge Jean-Louis Bruguière va brouiller durablement les relations entre Paris et Kigali. Peu à peu, dans le camp du vainqueur, désormais aux affaires, certains membres, pour des raisons internes, pour des dissensions intérieures, vont apporter de l'eau au moulin de ceux qui réclament une enquête sur l'attentat en lui-même, en mettant directement en cause le président de la République, des collaborateurs en rupture de banc. Jean-Marie Michombero, ancien membre du Front patriotique rwandais. J'étais parmi les 600 militaires qui étaient envoyés au CND dans le cadre des accords de paix d'Arusha pour protéger les VIP du FPR. Il y a eu toute une série de préparations. Il y a d'abord l'approvisionnement en ressources humaines et équipements qui devaient servir dans l'attentat. Et puis il y a eu des reconnaissances et toute une série d'activités qui ont précédé tout ce qu'il y a eu le 4 avril 1994. Alors le commando, là ce sont les ressources humaines qui ont été utilisées, faisaient partie des anciennes escortes de M. Kagame qui ont été infiltrés dans ce processus d'approvisionnement. Alors pour la précision, oui, on a besoin des noms. Qui appartenaient à ce commando? Pour les tireurs de missiles, ce sont 2 militaires qui faisaient partie de l'unité missile du High Command de M. Kagame. Il y a Frank Nziza, à l'époque, si je me souviens bien, il était sous-lieutenant. Il était parmi les tireurs de missiles. Et il y avait Eric Cabrarelik, si je me souviens bien, Chimimana, qui faisait aussi partie de cette unité. Colonel Luc Marshall, commandant du secteur Kigali de la MINUAR, la mission d'assistance des Nations Unies au Rwanda. Chaque jour, ils montaient, ou pratiquement chaque jour, ils montaient à Molindi, à leur quartier général, pour soi-disant faire une corvée de bois, ramener le bois pour la cuisine et ainsi de suite. Et j'ai dû me rendre compte que ce transport de bois devait servir à autre chose parce qu'il ne respectait pas les consignes qui étaient établies justement pour cette mission de corvée bois. Et à chaque fois, sur place, l'escorte de la MINUAR était séparée du camion, mais toujours Pour vous, il s'agissait de s'approvisionner en armes. Je supposais qu'il y avait autre chose que du bois sur ce camion. Gérald Gaïma, ancien procureur général du Rwanda, pressenti à l'époque
pour être ministre de la Justice dans le gouvernement de transition à base élargie, dans le camp du FPR, bien sûr. Vous savez, les missiles utilisés pour tuer le président Habyarimana ont été fournis par l'Ouganda. J'ai eu ces preuves de quelqu'un qui était présent lors d'une rencontre entre le président Museveni et le président Kagame, et où le président Kagame divulgue au président Museveni qu'il est celui personnellement responsable de l'assassinat du président Habyarimana. Donc à partir de cette discussion, il me semble que Museveni n'était peut-être pas au courant du plan avant qu'il ait été réalisé. Alors, il n'y a pas de doute que Museveni était celui qui finançait la guerre pour le FPR. L'Ouganda était leur base arrière. Et les armes utilisées étaient fournies par l'Ouganda. Ladislas Ngendaimana, porte-parole du MINALOC, le ministère de l'administration locale, analyste politique. Je ne suis pas en position de m'expliquer quant à l'assassinat du président Habyarimana, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées d'un côté et de l'autre. Il y a la justice française qui a mené ces enquêtes avec le juge Bruguière, je ne dirais pas d'ailleurs qu'il a conduit des enquêtes parce qu'il n'a jamais été sur place. Il y a eu la commission mise en place par le gouvernement rwandais. On a produit un rapport qui a été transmis officiellement côté français, au gouvernement français. Sur l'attentat à proprement parler, sur l'attentat ou sur le reste, sur la suite? Oui, sur l'attentat, que ce soit sur la responsabilité de la France dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, mais aussi que ce soit quant à l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. En réalité, même mort et enterré dans un autre pays, l'ombre de Juvénal Habyarimana plane encore sur le Rwanda. Et les débats sur sa responsabilité dans le génocide continue d'agiter les acteurs de la classe politique interne et en exil, comme nous allons l'entendre dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Des témoignages parfois tardifs et des interrogations vont venir nourrir son portrait comme nous allons le vivre la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique, avec les confidences et les analyses de plusieurs personnalités de tous bords. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite et la fin de cette série. Mais tout de suite... Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que vous attendez tous, celui du jeu qui vous permet de gagner chaque semaine des coffrets Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle. Il suffisait la semaine dernière de répondre à la question suivante. Qui était avec le président Habyarimana dans son avion au moment où il a été abattu? Le 6 avril 1994. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et sur notre répondeur téléphonique sont Gilbert Naéré de Satoné au Burkina Faso, Eric Fernand Senoun de Cotonou au Bénin, Dominique Kientrepeogo de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, Mamadou Kouliba de Kaolack au Sénégal, Cyril Yameogo de Ouagadougou au Burkina Faso, Abdoul Hakim Ba d'Evry en France, Sylvestre Niandui à Bujumbura au Burundi, Mohamed Abdallahi à Nouakchott en Mauritanie, Abdoul Moumouni Garba Gado à Niamey au Niger et Mougadja Mbeo à Bujumbura au Burundi. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale leur coffret. Cette semaine, c'est peut-être à votre tour de gagner ce coffret, les leaders africains du XXe siècle, avec une dédicace personnalisée en répondant à la question suivante. Quand a été créé le TPIR, le tribunal pénal pour le Rwanda? À vos ordinateurs et à vos téléphones. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur téléphonique au 0033 1 84 22 93 32 0033 1 84 22 93 32 recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle. Mais surtout, n'oubliez pas de préciser votre nom et votre numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre à vos téléphones et à vos ordinateurs. Mais en attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI et continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous d'abord demain pour le débat africain, puis la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite et la fin des Archives d'Afrique spéciales Juvénal Habyarimana. À demain pour le débat africain consacré à la Journée internationale de la femme. À très vite. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.